Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi, c'est cours de latin et nous allons poursuivre notre tour de table avec les Romains. Donc je vous rappelle, on avait fait une première séance sur laquelle on avait expliqué les différents repas que les Romains prennent. La semaine dernière, je vous ai proposé en vidéo 2 recettes que vous avez pu tester. J'espère que vous avez eu l'occasion d'essayer. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et aujourd'hui, donc on va faire une troisième séance sur les ingrédients, les goûts et les plats des Romains. Donc vous allez faire cette séance en deux parties. Première partie, on va prendre des notes. Et deuxième partie, vous allez faire un petit exercice. Donc vous prenez une feuille, vous notez le titre de la séance, séquence 4, séance 2, ingrédients, goût et plats des Romains. C'est parti. On va commencer par une petite introduction. Alors vous le savez, dans les riches familles romaines, on a un esclave qui fait office de cuisinier. Ça nous pose à nous un premier problème, puisque vous le savez, les esclaves ne savent pas toujours écrire, et rarement ils écrivent des livres. Donc notre problème, c'est que la plupart de ces recettes étaient improvisées et sans doute pas écrites, et nous avons finalement très peu de recettes de cuisine antique, si on accepte une œuvre que vous avez sous les yeux, le De Re Coquinaria, l'art culinaire, d'un auteur qui s'appelle Apicius, qui était un esclave et un célèbre cuisinier de l'époque augustéenne, donc du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ça, c'est notre principale source en matière de recettes, sachant que on pense que Apicius, c'est un petit peu des recettes gastronomiques, c'est-à-dire que ce n'est pas les recettes qu'on fait tous les jours chez soi, ce sont plutôt des recettes de fête. Donc on pense en plus que ces recettes ne sont pas forcément très représentatives de ce que les Romains mangeaient chaque jour. Dans ce livre, le De Re Coquinaria, Apicius donne également des conseils de conservation des aliments, ce qui est un vrai problème dans l'Antiquité puisqu'on n'a pas de réfrigérateur, donc avec le sel, avec tout un tas de processus. Donc c'est un livre qui est très complet, c'est pas seulement un livre de cuisine. Alors c'est notre source principale, Apicius, pour les recettes, mais on a aussi d'autres auteurs comme Varron, Caton l'Ancien ou Columelle, qui ne sont pas des cuisiniers, mais qui sont des grands auteurs latins, mais qui, au détour d'un livre sur l'agriculture, sur autre chose, nous donnent parfois quelques recettes. Donc notre vivier de recettes, il est important, mais limité à très peu d'auteurs, et on pense que l'essentiel de la cuisine et l'essentiel des plats qui étaient faits étaient improvisés et pas écrits, ce qui est un vrai souci pour nous. Alors pour commencer, nous allons nous intéresser au goût particulier que revêtait la cuisine romaine, donc grand 1, les goûts. Vous continuez à prendre des notes. Tout d'abord, la cuisine romaine, c'est une cuisine qui a vraiment des goûts marqués. C'est pas une cuisine aseptisée, c'est une cuisine qui avait vraiment des goûts. Par exemple, les épices y jouaient un rôle très important. C'est une cuisine aussi qui affectionne le sucré-salé. Donc sucré-salé, c'est très présent dans la cuisine romaine. Si on doit comparer un petit peu cette cuisine à une cuisine de nos jours, on peut peut-être la comparer à la cuisine du Maghreb ou certaines cuisines asiatiques. Donc c'est une cuisine vraiment avec des goûts très marqués. Alors, tout d'abord, je vous ai dit, il y a les épices. Elles jouent un rôle majeur parce que la nourriture chez les Romains, et notamment la viande, était difficile à conserver. Donc il n'est pas rare que la viande ait un goût un peu passé, un peu rance, et le fait de mettre beaucoup d'épices peut faire passer ce goût un peu rance de la nourriture. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les épices, ça représente aussi les conquêtes des Romains, donc très souvent, c'est l'occasion pour eux, dans la cuisine, de découvrir quelque chose de nouveau et de voyager aussi. Le poivre, par exemple, est extrêmement utilisé, même dans les desserts, ce qui peut nous paraître bizarre à nous, mais chez les Romains, le poivre, c'est un exhausteur de goût, donc même dans le dessert, on peut le retrouver. Les herbes aromatiques sont présentes, la menthe, la coriandre, etc. Et certaines d'entre elles, certaines de ces plantes ont même disparu aujourd'hui, on ne les a plus. Deuxième élément, quelque chose de très particulier à la cuisine romaine, le garum. Alors le garum, qui se dit en latin garum ou liquamen, il y a les deux mots, c'est quelque chose de très présent dans la cuisine romaine. Quand je dis très présent, c'est utilisé dans tous les plats. Des entrées, des plats, des desserts, on retrouve ce garum, plat salé comme plat sucré. D'ailleurs, il remplace très souvent le sel, et c'est lui aussi un exhausteur de goût. Alors, qu'est-ce que c'est que le garum? Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. C'est de l'huile dans laquelle on laisse fermenter et se décomposer des restes de poisson et de la saumure, c'est-à-dire du sel. Et ensuite, on filtre l'huile,
et on récupère cette huile qui a donc un goût de poisson et de saumure. Alors vous allez me dire, c'est fou, on ne peut pas mettre ça partout, dans tous les plats, etc. Si, on peut. Et si vous faites le test, vous avez qu'à essayer de faire une recette romaine sans ce garum et avec ce garum, et ça change complètement le goût. Ça n'a absolument pas le goût de poisson, ça n'a pas le goût de sel non plus, mais comme c'est un toaster de goût, ça permet vraiment au plat d'avoir davantage de goût. C'est très très important. Je vous ai dit dans la vidéo où j'ai présenté la recette que c'est un peu l'équivalent du gnoc mam asiatique de nos jours. Et il faut imaginer que le garum c'est quelque chose de tellement important qu'on le vend un petit peu comme on vendrait des grands crus de vin aujourd'hui, dans l'Antiquité. Donc le garum, une institution chez les Romains. Dernier élément qui constitue beaucoup la cuisine romaine, le vin. Le vin fait vraiment partie en boisson, mais pas seulement, aussi pour agrémenter les plats, de la cuisine romaine. Alors, il y a des tas de sortes de vins différents qui existent. Je vous en ai pris 3 à l'écran pour que vous compreniez que ce vin n'a rien à voir avec notre vin à nous. Premièrement, les Romains ne buvaient pas le vin pur, la plupart du temps ils le coupaient à l'eau. Ça c'est la première chose. Et ensuite, les Romains faisaient des préparations à base de vin. C'est-à-dire qu'ils ne le buvaient pas comme ça, très souvent ils l'aromatisaient. Alors je vous ai mis 3 exemples de vin. Premier vin, le Carenum. C'est un vin qui est aromatisé au coing. Le coing c'est un fruit. Et donc les Romains faisaient fermenter dans des amphores le vin avec les coings. Et bien sûr le vin prenait un goût particulier, un arôme très particulier. Voilà un exemple de vin que les Romains utilisaient. Deuxième vin, le mulsum. Alors le mulsum, c'est un vin aromatisé aussi au miel et aux épices. Donc là encore, c'est quelque chose qui peut nous paraître bizarre. Peut-être que ça ressemble un peu au vin chaud tel qu'on peut le boire aujourd'hui sur les marchés de Noël par exemple. Troisième vin, et celui-ci il est vraiment particulier, le turiculae. C'est un vin qui est coupé à l'eau de mer. C'est un vin blanc en général et les Romains y rajoutent de l'eau de mer. Vous voyez que c'est une façon très particulière de boire le vin, c'est quand même très loin de nos standards à nous. Ces vins-là, il y a des caves qui les reproduisent aujourd'hui. Il y a une cave à Beaucaire qui essaie de faire du vin antique, donc on peut goûter à peu près à quoi ça ressemblait, parce qu'en plus on a les recettes de ces vins. C'est très très déroutant, mais en tout cas il faut bien avoir à l'esprit que le vin ça fait vraiment partie de la cuisine et des plats, ça fait vraiment partie des ingrédients que les Romains utilisent tous les jours dans leur cuisine. On va noter maintenant grand 2, l'ordre des plats, et on va s'intéresser à la façon dont les Romains codifient leurs repas. Alors chez nous, c'est apéritif, entrée, plat, fromage, dessert. C'est culturel, puisque dans d'autres pays du monde et même d'Europe, on n'a pas forcément cette façon de découper le repas. Chez les Romains, ça commence par la gustatio. Alors la gustatio, c'est un mélange entre notre apéritif et nos entrées. Le repas commence par ça. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette gustatio? Des œufs, par exemple, de la verdure, c'est-à-dire de la salade, du fenouil. On y trouve des purées de légumes, comme de la purée d'olive et de fenouil et de menthe que vous avez à l'écran. On peut y retrouver, quand le repas est un peu plus relevé et qu'on a un peu plus d'argent, des crustacés, des huîtres, des coquillages. Et le tout est à chaque fois accompagné de sauces sucrées, salées, sucrées-salées. C'est quelque chose d'assez léger pour entamer le repas. Alors ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il y a plusieurs plats dans la gustatio, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 3 ou 4 plats, et chacun va choisir de goûter chaque chose ou pas. Donc ce n'est pas une entrée comme nous le faisons, c'est un ensemble de plats, et chacun pioche dans cette gustatio ce qui lui plaît. Donc plusieurs plats pour les convives. Après la gustatio, il y a petit 2, la prima mensa. Alors prima mensa, c'est ce qu'on pourrait traduire par le premier service. C'est en fait le plat principal, ou je devrais dire les plats principaux, puisque comme pour la gustatio où il y avait plusieurs entrées, pour la prima mensa, il y a plusieurs plats principaux. En général, du poisson et de la viande, il devait y avoir 2 ou 3 plats, voire peut-être 4, présentés dans cette prima mensa. Alors ces viandes ou poissons sont cuits de façon différente, grillés, bouillis, en sauce, les façons ne manquent pas. Parfois les légumes sont incorporés dans la recette que je vous ai donnée la dernière fois en vidéo, le poulet à la varda, vous avez pu voir que les poireaux étaient intégrés à la recette.
Et bien sûr, l'objectif était d'être original, donc si on pouvait se payer le luxe de se servir du flamant rose ou du perroquet, qui sont des choses rarissimes, et bien, même si c'était pas forcément exceptionnel, ça permettait d'en mettre plein les yeux aux convives. Alors vous avez à l'écran 2 exemples de plats, les fèves à la Vitellius. Donc Vitellius était un empereur, donc c'est un plat visiblement qu'il affectionnait. Donc les fèves, c'est quelque chose qui est très courant dans la cuisine romaine, que nous on mange pas forcément beaucoup en Europe. Et en dessous, vous avez une patina d'asperges. Alors, la patina, c'est une façon de faire un plat. Une patina, c'est quelque chose qui ressemblerait un peu à notre flan. En général, il y a du lait et des œufs. Et ils font cuire tout un tas de légumes. Et là, par exemple, les asperges, avec l'équivalent de la ricotta. Donc, vous voyez, finalement, ça peut être assez semblable à ce que nous, on connaît. Ça peut être proche. Dernière partie du repas, ce qu'on va appeler la secunda mensa, c'est-à-dire le deuxième service, le dessert, ou toujours pareil, les desserts. Là encore, il y en avait plusieurs. C'est sans doute le domaine dans lequel on est le plus étonné par rapport à la cuisine romaine, parce que manger sucré-salé, c'est pas si étonnant que ça. Même si les produits peuvent être originaux, je crois que c'est vraiment là qu'on est le plus étonné chez les Romains, parce que il y a quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas de sucre dans la cuisine romaine. Pas de canne à sucre, pas de betterave à sucre, donc pas de sucre. Donc tout ce qui est sucré vient du miel. Les Romains utilisent donc beaucoup de miel, et notamment dans les desserts. Donc il faut imaginer des desserts sans doute beaucoup plus parfumés, et sans doute beaucoup moins sucrés que ceux que nous connaissons. Alors bien sûr, ça pouvait être des pâtisseries faites maison, on en a certains exemples. Ça pouvait être également des fruits, des salades de fruits, des crèmes, ou alors encore des patinas, comme on avait vu. Je vous en avais à l'écran un exemple. Vous avez une patina de pêche, donc à partir des pêches, il faisait l'espèce de flan dont je vous ai parlé précédemment, avec à la fois des œufs et du lait, il faisait cuire tout ça et ça faisait une sorte de flan. Vous avez aussi les globis, qui sont des petites boules de semoule très fines mélangées à du fromage cuit dans l'huile d'olive, parsemées de miel et de sésame. Donc vous voyez, les idées ne manquent pas. Et bien sûr, si on pouvait, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, offrir de la neige, de la glace pilée aux convives en plein été, on était au comble du luxe, puisqu'on n'a pas de congélateur dans l'Antiquité. Donc voilà un exemple de déroulé de repas chez les Romains. Vous voyez, finalement ça cale assez bien avec notre propre déroulé de repas, avec une différence quand même fondamentale, c'est que, je vous rappelle, les Romains mangent couchés, ils mangent avec les mains, et ils mangent ce repas, cette kéna en général, c'est-à-dire le repas du soir, vous vous rappelez, ils la mangent entre amis, et ces repas pouvaient durer très longtemps. Donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant dans le déroulé de cette kéna. Alors maintenant, vous allez faire quelques petits exercices avec la fiche documentaire que vous avez à télécharger dans cette publication. Il y a 3 petits exercices, ils ne sont pas à me renvoyer, mais il faut les faire. Premier exercice, donc vous devez retrouver le nom français ou l'image qui correspond à un ingrédient utilisé par les Romains. Donc je vais vous expliquer tout ça dans le détail dans la prochaine diapositive. Dans l'exercice 2, vous devez, à partir de la liste que vous aurez trouvée dans l'exercice 1, essayer de voir ce que les Romains ne connaissaient pas, quels ingrédients, quels produits ils ne consommaient pas parce qu'ils n'existaient pas à cette époque en Europe. Et enfin, troisièmement, vous avez des plantes aromatiques qui sont en photo. Je vous ai dit que les épices sont très importantes chez les Romains. Il suffit de les repérer. Donc vous devez relier le nom et la plante aromatique qui correspond. Je vais vous apporter une petite aide pour l'exercice 1 dans cette diapositive. Dans l'exercice 1, vous avez un tableau et les aliments sont classés par famille, légumes, viande, etc. Certains mots sont déjà écrits. Pour cela, vous n'avez rien à faire. À côté de certains d'entre eux, il y a un petit carré rouge. Et en dessous du tableau, vous avez des photos avec des numéros. Il faut mettre dans le petit carré rouge le numéro qui correspond à l'aliment que vous avez identifié. Ensuite, vous avez des mots qui ne sont pas traduits. Alors ces mots-là, vous allez devoir les traduire. Pour certains, ils sont transparents et ressemblent au français. Exemple, carota, oliwa, prunum, sarda, farina. Ça, c'est simple. D'autant plus qu'ils sont classés, donc oliwa, comme c'est dans les légumes, ça doit vous aider pour savoir de quoi il s'agit, évidemment. Certains mots vont avoir perdu une syllabe au milieu ou à la fin du mot. Par exemple, feniculum, lacticula, lenticula. Certains mots vont ressembler aux langues étrangères, par exemple, asparagus,
bubulum, salmo, ça c'est des mots qui ressemblent à l'anglais. Fraga, ua, witelum, ça ce sont des mots qui ressemblent à l'italien. Camarus, ça ressemble au portugais. Donc en vous servant des langues étrangères, vous pouvez trouver. Pour certains mots, il faut voir ce que ça a donné en français comme mot. Par exemple, urtica, ovis, ostreum, nitulus, lactis, ovum, caseum, orata. Si vous prenez urtica, urtica ça a donné urticaire, c'est ce qui pique. Ça devrait vous aider à trouver ce que c'est. Pour certains mots, ça va vous aider à expliquer l'orthographe française. Par exemple, persicum, nux, castanea, porcina, carua. À chaque fois, vous allez pouvoir vous appuyer sur le vocabulaire français. Et enfin, pour certains mots, il y a des échanges de consonnes. Quand on passe du latin au français, certaines consonnes qui sont proches vont changer. Par exemple, P, B et V sont interchangeables. Le B et le P du latin deviennent très souvent un V. Ça va être le cas dans le mot napus, rapus ou intibum. Même chose, le T et le D sont interchangeables. Quand on a un T en latin, ça peut devenir un D. C'est le cas dans le mot intibum. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Bon courage pour l'exercice. Et la correction, ça sera la semaine prochaine.